Hello à tous et bienvenue dans la Fabrique des investisseurs. Je suis Jérôme Rubin, chasseur immobilier, marchand de biens et spécialiste des investissements rentables. Après une carrière d'opticien, j'ai changé ma vie grâce à l'immobilier en investissant massivement avec mon épouse puis en devenant responsable de projets locatifs. J'aide désormais les investisseurs à passer à l'action, à trouver leur pépite immobilière et à faire décoller leur patrimoine. Si vous êtes à la recherche de stratégies, d'astuces, de retours d'expérience et d'authenticité, vous êtes au bon endroit. Dans ce podcast, seul ou avec mes invités, je vous partage tout pour vous inspirer au quotidien, vous aider à atteindre tous vos objectifs et faire en sorte que l'immobilier change également votre vie. Retrouvez-moi également sur ma newsletter hebdomadaire où vous verrez les coulisses de mon activité et recevrez des conseils sur l'investissement immobilier. En bonus, lors de votre inscription, recevez mon e-book Dénicheur de pépites, un véritable guide pour trouver votre bien rentable même si vous partez de zéro. Allez, c'est parti pour le nouvel épisode du jour. Hello les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Fabrique des investisseurs, c'est Jérôme, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour démarrer la semaine à vos côtés. Alors aujourd'hui, vous allez le voir dans quelques instants, on va se retrouver pour un format interview, je suis content, ça faisait un petit moment que j'avais pas réalisé d'interview après plusieurs épisodes en solo. Donc voilà, aujourd'hui j'ai un invité, je sais que le sujet va vous plaire, ça va être mortel, donc voilà, va falloir patienter quelques instants. En introduction, si tu me connais, si tu me suis depuis un moment, tu le sais, j'ai pour habitude de te faire une petite rubrique, les actus de GG, où je te parle de mon quotidien et de ce qui se passe dans ma carrière d'investisseur particulier, j'ai envie de dire. Alors, par quoi ça commence? Ça commence par l'achat de 2 nouveaux appartements. Voilà, je suis passé chez le notaire pour acheter un lot de 2 appartes dans le cadre d'une opération d'achat-revente. Donc je suis très content, l'achat-revente ça continue, on arrive à trouver des bonnes affaires pour continuer et ne pas s'arrêter. Hein. Là, c'est vrai que dernièrement, je te fais pas mal de contenu sur le marchand parce que oui, c'est une activité aujourd'hui qui me plaît bien, qui est à la fois hyper intéressante. Voilà, c'est vraiment très complémentaire pour moi de l'investissement immobilier locatif. Le locatif, c'est mortel pour lever de la dette, pour se créer un patrimoine, etc. Mais néanmoins, arrive un moment, moi, c'est un peu le sentiment que j'ai là dernièrement où, mine de rien, la gestion de locataire, ça prend du temps. Et en ce moment, moi, j'ai un petit peu moins de temps de cerveau disponible pour ça. Et c'est vrai que s'orienter et continuer à travers du marchand de biens, ça prend tout son sens pour moi depuis quelques mois maintenant. Donc après avoir revendu un premier bien au mois de janvier, là je t'en ai parlé dernièrement, je t'ai fait d'ailleurs un podcast dédié sur cette opération en tant que telle. Donc si tu l'as pas encore écouté, c'est le dernier épisode qui est sorti, donc tu peux aller le checker. Eh bien on continue avec l'acquisition d'un lot de 2 appartements. Donc je t'en dirai plus prochainement. Voilà concernant le marchand de biens, il faut savoir qu'on a toujours, je suis toujours en compromis pour revendre un autre projet et je suis en compromis pour acheter un autre projet. Donc voilà, ça avance comme il faut à ce niveau-là. Et là, je vais me mettre en recherche, bien sûr, sur des futures nouvelles opérations. Donc je te ferai des petits topos prochainement. Qu'est-ce qu'il faut retenir également dans les actus? Bon, alors sur l'aspect locatif, pas grand chose à dire. Un petit switch de locataire qu'il va falloir que j'organise. Encore une fois, beaucoup de messages de reçus pour beaucoup de candidats. Hein. Je vais te donner mes stats en direct. Alors l'annonce, elle a été vue. Alors attention, ça mouline. Elle a été vue 1133 fois pour un peu plus de 70 messages. Donc voilà, une grosse tension locative sur le secteur sur lequel j'investis. Donc j'organise mes petites visites jeudi prochain et j'espère que ça va mordre, mais il n'y a pas de raison étant donné que j'applique une méthode en entonnoir, une méthode en filtre, en couche. Je n'ai aucun doute sur les personnes qui vont aller visiter et ça me permet déjà de gagner beaucoup de temps et de ne pas faire visiter à des tocards. À retenir également, les amis, jeudi soir prochain, jeudi 13 février, je donne une conférence à Saint-Brieuc à 19h30. Donc voilà, si vous êtes dans le coin, les amis, n'hésitez pas à venir me rencontrer, n'hésitez pas à venir voir le sujet de la conférence et puis surtout boire un coup à la fin, parce que c'est quand même ce qui est de plus important, l'aspect convivial de la fin de conférence. Donc il y a le lien d'inscription dans la barre de description de l'épisode.
Et vous retrouverez également un petit questionnaire que j'ai créé, un petit questionnaire pour réaliser un bilan personnalisé de ta situation, voilà, voir où t'en es dans tes projets d'invest, voir où est-ce que tu veux aller, voir quelles sont les choses qui te bloquent actuellement afin que je puisse t'établir un petit plan d'action pour continuer à avancer, que tu ne restes pas sur place. Donc le questionnaire prend 5 minutes à remplir, le petit bilan personnalisé, et je me ferai un plaisir du coup de t'apporter des éléments de réponse. Enfin, dernière actualité, j'ai visité vendredi dernier un car wash, une laverie de voitures. Voilà, c'est un business sur lequel je me renseigne depuis quelques temps déjà, sur lequel je fais pas mal de recherches. Et pour la première fois, du coup, j'ai visité une affaire qui est en vente non loin de chez moi. Voilà, c'est une première expérience, hein, franchement c'est quelque chose d'assez intéressant. Donc je suis en attente des bilans de l'entreprise pour envoyer ça à mon expert comptable et puis pour également jeter un coup d'œil et les analyser, voir si je donne suite ou pas. Mais c'est vrai que c'est moi, j'essaie d'avoir à travers l'immobilier une vision, un spectre assez large, une vision 360, mais d'une manière générale dans l'entrepreneuriat, dans les business, de la même façon, je pense qu'il faut savoir se diversifier, il faut savoir ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, et en ça, ce type d'entreprise, ce type de rachat, je trouve ça hyper intéressant. Donc il y a pas mal d'avantages. Alors il y a des côtés également que je ne soupçonnais pas. Ça pourra faire l'office d'un podcast en tant que tel ou d'une rubrique un peu plus longue, hein. Il y a pas mal de choses à comprendre et à maîtriser. On rachète pas ça comme on rachète une bouchée de pain. Il y a quand même pas mal d'enjeux, que ce soit financier, mais même en termes de temps, en termes de côté chronophage et en termes de côté de réparation ou autre. Voilà, sans rentrer plus dans le détail, mais c'est somme doute quand même assez intéressant, et je vais étudier cette opportunité qui se présente et voir si les chiffres sont cohérents par rapport à la demande de rachat, etc. Donc voilà les amis, je vous tiendrai au courant dans les prochaines semaines de cette opportunité que je suis en train d'étudier. C'en est tout un peu pour les actualités. C'est quelque chose d'assez light cette semaine. N'hésitez pas encore une fois les amis, dans la barre de description vous retrouverez également le lien pour l'académie DPI, la formation plus accompagnement que j'ai mis en place récemment. N'hésitez pas à réserver un petit call ou aller consulter directement la page de vente que j'ai réalisée, où vous avez un peu plus de contenu, un peu plus de détails sur cet accompagnement. Du coup, c'est également dans la barre de description. Allez, sans transition aucune, on passe maintenant au sujet du jour avec l'interview qui vous attend. J'espère que ça va vous plaire. En tout cas, ça faisait un moment, vous allez le comprendre, hein, qu'on essayait de se booker avec mon invité. Et voilà, on a passé un excellent moment. Voilà, c'est un podcast qui me tenait à cœur depuis un moment, donc je suis très content de vous le proposer, de vous le servir sur un plateau. Donc je vous souhaite à toutes et tous une très belle écoute et une très belle semaine. Hello les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Fabrique des investisseurs, c'est Jérôme. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui en meilleure forme que les semaines précédentes. Je pense que ça s'entend un peu mieux à ma voix, où Bob Dylan m'a quitté. Alors aujourd'hui les amis, j'ai le plaisir de me retrouver avec un invité avec qui on se drague, mais ça fait des mois et des mois et des mois. Et ça y est, enfin, on a réussi à caler une date pour tourner ce podcast, cet épisode. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Philippe d'Housebase. Salut Philippe, comment vas-tu? Salut Jérôme, écoute très bien, effectivement ça fait assez longtemps qu'on essaie de se caler cet enregistrement, donc c'est un plaisir d'être là. Bon top, plaisir partagé en tout cas. Alors la petite anecdote, c'est qu'avec Philippe, on s'est rencontrés en septembre 2023. On en reparlera un petit peu après. Donc vous voyez, on est en février 2025. Donc c'est ce qui s'appelle voilà, être patient pour pouvoir caler ce podcast. Alors il y a entre le moment de notre rencontre, où tu l'expliqueras juste après, et aujourd'hui, la société Housebase dont tu vas nous parler a beaucoup évolué. Ouais. Donc voilà. Est-ce que déjà, avant de parler d'Housebase et de la proposition de valeur, parce que vous allez voir les amis, c'est quelque chose d'assez dingue dans le milieu de l'investissement immobilier et du domaine de marchand de biens, hein, surtout.
Est-ce que tu peux nous parler de toi, qui tu es, d'où tu viens, ce que tu aimes faire dans la vie, voilà, ton parcours dans les grandes lignes? Ok, carrément. Donc moi c'est Philippe, moi j'ai 34 ans, je vis à Paris et je suis un des cofondateurs de Housebase. Donc Housebase, on est trois cofondateurs et là on est une équipe d'une petite dizaine de personnes qui bossons sur le projet. Donc moi avant de me lancer dans l'entrepreneuriat et rejoindre le projet Housebase avec mes autres cofondateurs, j'ai commencé avec un parcours somme toute classique. J'ai commencé école de commerce, année à l'étranger et ensuite stage sur Paris. Je suis alsacien à la base. Et ensuite, en fait, j'ai passé 7 ans dans un grand groupe pharmaceutique jusqu'à 2020. Et en fait, j'avais plusieurs casquettes marketing, business, mais vraiment carrière grand groupe classique. Et Mmh. c'est vraiment en 2020 où je me suis rendu compte que c'était plus forcément quelque chose qui me drivait, si on peut dire, au quotidien. Il y a énormément de points positifs à faire partie d'un grand groupe parce que tu as une formation qui est hyper solide, tu travailles sur des très belles marques ou des très beaux produits très connus. Moi, j'étais surtout en marketing, donc tu gères des budgets médias à plusieurs millions, il y a des enjeux quand C'était même. pour une grosse boîte? Tu peux la citer Ouais, ou? alors ouais, bien sûr, c'était pour Johnson Johnson, qui est une boîte pharmaceutique, Ah et bah, je connais, ouais, je pense que les gens connaîtront, et ouais. j'ai bossé sur différentes marques de gestion des plans de communication, du lancement des innovations, de la gestion en fait du PNL et de faire grossir la marque au quotidien. Donc c'est un peu de l'entrepreneuriat, mais quand même beaucoup plus. C'est pas tant l'entrepreneuriat que ça, mais en tout cas voilà, on a quand même les mains dans le cambouis pour faire développer une marque. Et Mmh. donc là, une des dernières marques à la fois sur du médicament ou même la dernière marque sur laquelle je travaillais, c'était sur le Petit Marseillais. C'est aussi une marque que j'imagine beaucoup de gens Ça vont appartient à connaître. Johnson& Johnson? Ça appartenait, ouais, parce qu'en fait, Johnson Johnson, c'est énorme en fait. Ils ont à la fois une division pharma avec des médicaments, ils ont aussi une division tout ce qui est matériel médical avec des Ouais, prothèses ou autres, et ils ont une division grand public où tu vas avoir des médicaments comme Nicorette ou des produits cosmétiques comme Neutrogena ou Petit Marseillais. Alors OK. ça c'était avant parce qu'ils ont fait un spin-off et toute la partie division, enfin grande conso, tout ce qui est consumer, ils appelaient ça, a été vendu pour se recentrer sur la partie pharma. Mais effectivement, avant, tu pouvais avoir un médicament contre le cancer et en même temps, tu avais le Petit Marseillais enfin, dans le même groupe, Ouais, pas dans OK. les mêmes business units, mais dans le même groupe quand même. OK, bah, moi, tu vois, Johnson& Johnson, je les ai connus quand j'étais opticien dans mon ancienne vie parce que, ils faisaient pas mal de contactologie et lentilles. Heu, Ouais, ouais, ils ont toute j'ai une division sur les lentilles. Ouais. ouais, donc c'est pour ça que ça me parle. OK, Donc donc voilà, donc ça c'était Johnson jusqu'en 2020, donc plein de choses hyper intéressantes, plein de missions où je me suis éclaté, mais je me suis rendu compte qu'en fait j'attendais un peu autre chose et mmh, il y avait un peu un rapport en fait à l'innovation qui était quand même assez lent, un rapport à tu pouvais pas forcément prendre des décisions, avancer ça devait vite être sur très d'autres sujets. processé. Exactement, un peu trop d'ailleurs. Et en fait, j'avais toujours un peu une fibre entrepreneuriale et je me suis dit, bon, là, ce qui me branche, ce serait vraiment plutôt de monter une boîte, monter potentiellement une startup ou une boîte. Et donc, j'ai quitté Johnson en 2020. Ensuite, j'ai repris mes études. J'ai fait un master spé en entrepreneuriat. Donc ça OK. c'était hyper intéressant. C'était pendant 1 an et demi, j'ai fait ça. L'idée c'était de m'acculturer aussi un peu à la culture de monter une boîte, tout ce qui est culture de start-up et parce que c'était vraiment un sujet qui m'intéressait. Donc j'ai fait ça jusqu'à 2022. Ensuite j'ai rejoint une première boîte en tant que salarié, en tant que enfin, responsable marketing. C'était une start-up qui venait de lever beaucoup d'argent, ils faisaient des supérettes autonomes et connectées. Donc c'était un peu des Amazon Go dans des containers maritimes. Tu prenais des containers Putain, maritimes, OK. ils les mettaient un peu partout. Et il y avait personne à l'intérieur. Tout était automatisé avec du computer vision. Tu rentrais, tous tes faits et gestes étaient filmés et on savait exactement quel produit tu avais pris et tu recevais ta note, ton ticket de caisse à la fin une fois que tu sortais. Donc hyper intéressant, hyper innovant, sauf que un peu dans la vague des startups qui ont beaucoup beaucoup levé, qui dépensent beaucoup beaucoup d'argent. En fait, au bout d'un an, il y a la série B, donc la levée de fonds Deuxième. supplémentaire n'a pas Ouais. abouti. Et donc là, il y a 25% des effectifs qui a sauté, dont moi, donc tout ce qui était marketing, acquisition. Et ensuite, la boîte maintenant a mis la clé sous la porte. C'était fin d'année dernière, mais c'était quand même une belle aventure. Et ensuite, j'ai rencontré mes associés donc dans Housebase et ils m'ont parlé du Alors juste projet. Et j'ai juste, ju juste, ouais, petit aparté sur cette expérience-là dans cette boîte. Hem, le concept, il est absolument incroyable.
Une supérette autonome. Sur le Ouais, papier, en fait, quand tu prends l'idée, tu dis: «Sur le papier, c'est incroyable» et qu'est-ce qui a fait que, bon, tu l'as un peu dit, ils ont cramé trop de pognon, après la première levée de fonds et puis la deuxième tournée d'investisseurs n'a pas voulu mettre au pot. Mais, qu'est-ce qui, selon toi, a fait que ça n'a pas, c'est pas allé plus loin? Parce que sur le papier, moi, je me dis: supérette autonome dans un conteneur, tu vois, ouais, ouais, ça doit c'est pas non, non, coûter trop cher en plus en comment dire, alors, si, alors en fait, après, t'as plusieurs sujets. Déjà, qui dit startup dit fortement soutenu par de l'argent externe pour accélérer la mmh, croissance. Donc, tu es obligé mmh, en fait, d'être hyper agressif dans ta croissance. Mais à partir du moment où tu fais plusieurs mauvais choix, ben, en fait, t'es vite dans le mur, donc t'as pas le droit à l'erreur. Ensuite, il y avait aussi une question de changement d'état d'esprit des investisseurs en startup où ils disaient OK. bah, ils se sont rendus compte que des startups qui cramaient énormément, qui n'avaient pas forcément de rentabilité à la fin, bah, c'était plus forcément des startups dans lesquelles les gens voulaient investir. Donc ça, c'était un peu un changement de cap. Et après, il y avait des points de vue plutôt, des choses plus structurelles où bah, ça demande quand même beaucoup de cash de mettre une super aide, d'avoir toute la tech à l'intérieur, de l'opérer, parce que c'est à la fois, tu crées une tech, tu dois développer la tech et développer toute l'infrastructure, mais tu dois aussi opérer la super aide. Donc tu dois avoir une équipe, un entrepôt. Donc tu fais à la fois du retail et à la fois de la tech hyper poussée. Et Parce que il y avait ouais. le business model de ce truc-là, c'était quoi? Ils voulaient se développer en franchise? Ils voulaient, vraiment implanter plein de supérettes? C'était quoi le modèle C'est économique? ça, c'était d'implanter plein de supérettes absolument OK. partout dans les centres urbains et un peu partout. Ensuite, là, ils étaient à 50 ou 60 supérettes un peu partout en région parisienne. Mais il y a eu un autre sujet, en fait, c'était que très compliqué d'avoir tu mets des supérettes dans des endroits où il n'y a pas forcément de supermarché, où c'est un peu des zones blanches en termes Mmh. de retail. Donc ça, c'est intéressant. Mais les attentes des gens, c'est plutôt sur bah, des produits bio, locaux, et c'est pas forcément compatible en fait avec une industrialisation de ton Avec ce process mo supply. Oui, oui, Tu peux pas mettre des oui, fruits oui. bio dans tes supérettes tous les matins. Donc en fait, je pense il y a eu un sujet sur de l'offre versus la demande des gens versus l'endroit où ça a été mis. Ouais, Toujours pareil, j'entends. hein, marketing, faut le bon produit au bon endroit Mmh. pour les bonnes personnes. Et c'est là où c'était, je pense, une des choses qui n'a pas été forcément réussie, c'est de rentrer plutôt dans des universités ou dans des hôpitaux ou dans des endroits où tu peux, sur des produits un peu plus bah, clairement Basique. manufacturés Ouais. et packagés, cuisinés Grande et du distrie, ouais. snack, tu peux en plus tirer ton épingle du jeu. Donc, je pense qu'il y a eu plusieurs facteurs, mais non, non, c'était assez intéressant. Donc, ça, c'était 2022. Et ensuite, j'ai rencontré donc début 2023 mes cofondateurs sur Housebase. Ils m'ont commencé à me pitcher ce projet et j'ai adoré. J'ai adoré Moi, j'ai toujours été passionné d'investissement, d'immobilier. Je me suis dit, voilà, enfin un truc pour lancer sur un sujet que j'apprécie particulièrement. Donc, je suis rentré dans l'aventure ouais, enfin mi-2023. On s'est rencontrés pas très longtemps après. Et Et tu de les fil en rencontres aiguille, comment d'ailleurs? Comment on rencontre des associés? c'est Ça peut intéresser, les auditeurs. Comment on rencontre des associés? waouh, compliqué. Moi, j'avais depuis longtemps, je voulais monter une startup, rentrer dans une boîte, mais je me suis rendu compte aussi plusieurs choses. Déjà que monter une startup pour monter une startup et le crier haut et fort sur LinkedIn, c'est pas mon truc et je suis pas sûr que c'est ce qui fonctionne. Donc Mmh. déjà, faut se poser les bonnes questions. Quelle boîte je veux monter? Est-ce que le business model il est fiable, il est robuste? Et ensuite d'être bien accompagné. Monter une boîte déjà, une entreprise qu'on connaît, dont le business model est connu, déjà c'est extrêmement dur. En plus monter une startup dont tu pars de zéro et tu dois tout construire, c'est encore 10 fois plus dur, je pense. Donc, faut bien être accompagné. Faut pas faire juste se dire je lance pour le lancer parce qu'au final, tu as très peu de chances d'y arriver. Donc, moi, j'avais ça en tête et je m'étais depuis très longtemps. Donc, déjà même chez Johnson Johnson, j'avais commencé à construire mon réseau, si tu veux, auprès d'incubateurs, auprès de réseaux de business angels, auprès d'écosystèmes de startups pour rencontrer le maximum de personnes. Mmh. J'ai rencontré un nombre incalculable de personnes, candidater à des projets pour rencontrer les fondateurs, rencontrer des gens et construire mon réseau. Et ça prend énormément de temps. Et en fait, de fil en aiguille, à un moment, tu vas rencontrer une bonne personne, tu vas dérouler un peu la pelote et c'est là où tu vas te dire, ouais, ce projet, il m'intéresse et je peux y participer. Donc, assez compliqué de répondre à la question. Je pense qu'il faut vraiment arriver à s'immerger au maximum dans le métier ou en tout cas dans l'industrie dans laquelle on veut se lancer et ensuite
parler aux Faut le gens, prendre réseauter, son quoi. téléphone et rencontrer, Mm. et rencontrer, ouais, construire son réseau. Ouais. Mm. Outbase, c'était sur un post LinkedIn tout con. C'était Loïc qui m'a contacté qui recherchait des gens et notamment sur la verticale market chez Johnson, pardon, chez Outbase. Et donc en fait, il m'a contacté. De fil en aiguille, on s'est rencontrés. Il m'a pitché un peu tout le projet que j'ai trouvé dingue. Et ensuite, en fait, j'ai intégré le projet et in fine, j'ai eu une place de cofondateur à leur côté et depuis maintenant 3 ans, 2 ans et demi, on monte, euh, on monte Outbase conjointement. Ok, donc je te laisse boire une petite gorgée d'eau parce que moi aussi j'ai soif. C'est l'après-repas ça. Euh, donc ok, top pour ouais, comme quoi tu vois les rencontres avec les associés, c'est enfin quand ça se... Pour moi, il faut provoquer les choses, tu vois. Je fais juste une parenthèse association parce que c'est vrai que j'ai beaucoup la question Ouais, sur que ce soit sur les auditeurs du podcast ou même sur Insta, enfin bon bref. Parce que moi, je sais pas combien je dois avoir d'associés aujourd'hui, 4, 5 sur différentes structures, on va dire. Mais on me pose la question, Jérôme, putain, comment tu les rencontres, quoi? Bah, en fait, c'est provoquer les choses, réseauter, et puis après, bah, c'est du feeling, c'est une vision, c'est pas mal d'éléments. Mais c'est trop bien quand on arrive à rejoindre une aventure avec des personnes inspirantes, motivées, travailleurs comme nous, tu vois, c'est trop bien, c'est une aventure humaine qui est incroyable. Donc, exactement. Mais faut pouvoir rencontrer les bonnes personnes. Il faut aussi rencontrer un maximum de personnes parce que c'est dur l'entrepreneuriat. Il faut s'associer. Bah, ça, je vais pas te l'apprendre. Faut s'associer avec des personnes qui partagent tes valeurs. Si tu as envie oui, de t'arracher dans ton boulot pour faire monter un projet, il faut que les personnes à côté, elles soient dans le même état d'esprit, sinon ça passe pas. Donc, ouais. effectivement, c'est prendre son bateau de pèlerin, rencontrer le maximum de personnes, être sûr aussi d'affiner un peu son projet, de se dire qu'est-ce qu'on est capable de faire, qu'est-ce qu'on a envie de faire, qu'est-ce qu'on n'a pas envie de faire, quelles sont un peu nos valeurs et un peu comment on a l'habitude de bosser. Donc ça demande une certaine maturité ou Connaissance de expérience soi-même, peut-être, oui, oui, je pense, oui. exactement, et honnêteté en fait d'être hyper honnête, transparent avec ses associés parce que c'est que comme ça que tu avances et c'est que comme ça que tu vas réussir à surmonter les moments où ça va commencer à être difficile. Parce que des moments difficiles, il y en aura. Et quand tout va bien, c'est très beau, tu peux t'associer avec tout le monde. Quand quand il y a des Mais sujets c'est qui dans les commencent à être difficultés hein, où compliqués, tu te rends compte. Hein, exactement. vraiment, moi, je le vois sur certaines associations. Putain, c'est ouais, quand t'es dans le dur, c'est là où tu vois le vrai caractère et la vraie personnalité des gens. C'est ça. Vraiment, Et les c'est gens quelque qui vont essayer de chose trouver des solutions ou des gens où ça va juste encore plus à partir en faire sucette. Et l'autruche. donc, Ouais. voilà. Donc non, exactement. Donc non, moi, pour le coup, gros coup de cœur avec mes associés, notamment Loïc Dauphin, qui est également cofondateur du Startup Studio Unity à Rennes. Donc en fait, il est cofondateur à la base du Startup Studio. Donc un Startup Studio, c'est une boîte qui crée des startups, en plus, si je dois schématiser. Donc ils ont une équipe Mm. en interne pour trouver des projets, mettre en place des premiers MVP et mettre en place, développer la tech, etc. Et ensuite, Alors trouver des MVP, porteurs de je projets. précise, c'est Ouais, pardon, excuse-moi. minimum valuable product, un truc comme ça. Enfin, en Ouais, gros, c'est ça, minimum viable product. Ouais. ouais, c'est ça. C'est Donc en gros, l'offre de base qui va à peu près marcher sur ton projet, sur ce que tu pour veux montrer. tester, Et voilà. exactement, pour commencer à commercialiser. Donc beaucoup un gros coup de cœur donc avec Loïc donc, et Nicolas qui sont tous les deux donc cofondateurs donc, de Startup Studio Unity à Rennes et qui sont aussi les cofondateurs de Housebase. Donc ils sont très expérimentés, ils ont déjà lancé plusieurs business et c'est comme ça en fait que j'ai rejoint Housebase et l'aventure avec eux. Trop cool. Bon, alors maintenant, on va approfondir le sujet Housebase. Alors, si tu devais pitcher ta boîte, attention, c'était pas prévu. Euh, Pression. Pitcher ta boîte, tu vois, en 30 secondes, comment tu la décrirais? Ouais, alors si tu veux, sur Housebase, nous, on propose une offre d'investissement pour permettre aux gens d'investir à nos côtés dans des produits, dans des projets immobiliers exclusifs. Donc en fait, on fait Mhm. du private equity immobilier, sauf on le rend disponible à tout le monde parce qu'on permet, grâce à notre technologie, à notre modèle juridique, on permet aux gens d'investir avec nous dès 100 euros dans des projets immobiliers exclusifs qui vont durer entre 1 à 2 ans, donc 12 à 24 mois, avec des rendements annuels entre 10 et 15%. Ok, alors on va redéchiffrer tout ça pour les auditeurs. Donc, je vais essayer de reformuler, tu me dis si je me trompe. Grosso Ouais, modo, pour le particulier qui a de l'argent à faire travailler, tu proposes, donc avec un ticket d'entrée à 100 euros, de pouvoir participer
à des opérations. Là, on parle d'opérations de marchand de biens. Voilà, avec donc une durée de tel mois à tel mois, et sur lesquels ils sont rémunérés X% à l'année sur le montant en fonction de leur mise. Donc, c'est un peu ça l'idée. Donc, c'est permettre aux particuliers de faire travailler son épargne, si je résume, à travers. C'est ça? Ouais, exactement. En particulier ou entreprise, on peut Ou investir entreprise, via bien des sûr. emprunts particuliers ou via personne morale. Et ce qui est très, je dirais, enfin, ce qui est unique et différenciant avec ce qu'on peut voir dans le paysage actuel, c'est que nous, on a vraiment pris un angle de private equity. En fait, il y a beaucoup de gens qui se posent la question de, bah, enfin, Quelle est la c'est différence pareil avec le que du crowdfunding? crowdfunding. Exactement. Quelle est la différence avec le crowdfunding immobilier? C'est la question qu'on me pose à peu près tous les jours. En fait, le crowdfunding immobilier, c'est simple, c'est des plateformes qui mettent en relation des C'est porteurs un de projets qui intermédiaire. veulent de l'argent, exactement, et des gens qui veulent investir. Mais ces plateformes-là, elles sont, comme leur nom l'indique, elles sont intermédiaires de financement et elles n'ont Mm. pas le droit, ce qui est d'ailleurs une bonne chose, hein, elles n'ont pas le droit d'être partie prenante de l'opération. C'est-à-dire qu'elles peuvent pas être présidentes de la société qui va être créée pour porter le bien, elles n'ont pas le droit d'avoir de contrôle, elles n'ont pas le droit d'être bénéficiaires effectifs, donc avoir un certain niveau de part sociale dans l'entreprise, et elles sont intermédiaires. Mais Mm. et on le voit d'ailleurs, hein, c'est un peu la limite de cet exercice-là, de ce mode d'investissement, c'est que une fois qu'on rencontre un peu de bonnes grosses secousses sur le marché, on se rend compte que bah, quand t'as pas les mains dedans et qu'on ne sait pas exactement ce qui se passe du premier au dernier jour avec le promoteur immobilier ou le marchand de biens, et bah, il y a des projets qui peuvent partir un peu En cacahuète, ouais. en cacahuète. Et c'est là où nous, on a vraiment pris on a une vision complètement différente. Et nous, on est persuadé qu'il faut en fait avoir le maximum de contrôle sur l'opération et de pas avoir un contrôle a posteriori en disant bah, j'ai une hypothèque sur le bien. C'est vraiment un contrôle plutôt durant toute Opérationnel, on va la dire. vie du projet parce que la meilleure garantie pour les gens sur un projet, c'est que le projet aille au bout, que ça se passe bien, que ce soit avec des gens expérimentés, et que les bonnes décisions soient prises au quotidien. C'est pas d'avoir une hypothèque, une fiducie, enfin, toujours bien, hein, c'est une bonne chose, hein, mais il faut que le projet aille au bout en fait. Et ça, si tu veux, le private equity immobilier, les club deals, c'est d'ailleurs encore c'est une classe d'actifs, c'est un mode d'investissement qui est réservé normalement à des tickets au minimum de 100 000 euros, parce que ça, Mm. tu peux investir du private equity immobilier comme nous, mais c'est avec des tickets très élevés. Et quand on a un ticket de 100 000 euros par projet, on va se le dire, c'est quand même réservé à une minorité d'investisseurs. Et donc, nous, on avait vraiment cette vision-là, de se dire comment est-ce qu'on va rendre accessible ce type de projet, ce type d'opération, mais en fait au plus grand nombre, avec en développant aussi une technologie qui permet d'une meilleure accessibilité. Nous, sur Housebase, ça fait 1 an et demi qu'on a une appli mobile pour investir, on a un site internet également. Donc en fait, tu Il peux est en canon trois le clics. site, hein. Je faisais le tour avant le podcast. Enfin, j'ai encore l'onglet d'ouvert. Franchement, c'est quali, c'est bien, c'est Merci. pro. Ouais, On essaie d'être le plus clair possible. j'aime bien la Donc charte non, c'est top. graphique. Ouais. Ouais, on l'a pas mal travaillé, mais oui, effectivement, on a un site internet, on a l'appli mobile, on a aussi développé une plateforme pour nos partenaires CGP, donc conseillers en gestion de patrimoine et SIF, qui souhaitent faire investir leurs clients avec nous. Donc voilà, on va le plus loin possible dans l'accessibilité pour que ce soit simple et accessible au plus grand nombre. Et après, même quand les gens investissent avec nous dans les opérations, tous les 3 mois, ils ont un reporting précis de ce qui se passe, ils ont toutes les informations Alors, c'est presque en c'est temps ça réel que sur le pour déroulé. décortiquer un petit peu, tu l'as précisé, mais je le redis encore. Donc en gros, quand les investisseurs vont mettre un ticket pour, faire travailler leur épargne, il faut savoir qu'ils investissent à vos côtés, à côté d'Housebase. C'est-à-dire que Housebase prend position également sur chacune des opérations qu'il va présenter. Donc ce qui permet en fait de faire une présélection, j'imagine, assez drastique entre les projets que les marchands de biens vont vous apporter et vous, ce que vous jugez viable et économiquement. Je pense qu'il doit y avoir un filtre qui doit être assez important. Euh, et le fait de participer, d'être partie prenante de l'opération, ça, on va dire, garantit un peu plus l'investisseur particulier qui va placer son argent à ce que l'opération se passe pour le mieux, parce que vous-même, vous avez les mains dans le cambouis comme eux. Enfin, vous avez les mains dans le cambouis sur deux versants, sur l'aspect gestion de projet potentiellement en relation avec le marchand de biens, et sur l'aspect, vous avez aussi votre argent qui est qui est dans le projet, quoi. Donc, vous avez tout Exactement intérêt ça. à ce que ça L'alignement se des passe bien. intérêts, il est Ouais, c'est total, ça. en fait. Et donc, il y a plusieurs choses que tu dis qui sont intéressantes. C'est déjà, effectivement, là,
la sélection des projets, elle est drastique. En fait, quand c'est toi qui mets également ton argent sur la table, bah, tu t'assures que ce soit le meilleur projet possible. On a la Est-ce que chance tu as des d'avoir est-ce que fait tu des rentrer. chiffres, Ouais, d'ailleurs, je te coupe, mais bien sûr. entre le nombre de projets qu'on vous présente, le nombre d'opérations qui sont sélectionnées et celles qui aboutissent, est-ce que tu as des ordres d'idées? Alors, oui, on étudie plusieurs dizaines de projets par mois, mais même ces dizaines de projets qu'on étudie par mois, il y a déjà un gros filtre qui est, en fait, qui est appliqué. Parce qu'en fait, on travaille avec un réseau assez étendu de marchands, d'apporteurs d'affaires, de family office, de plein de structures, de clubs d'investisseurs. Et en fait, on travaille déjà, avec des cercles qui ont un haut niveau je dirais, d'attente dans la sélection de leurs projets. Donc déjà, tous les projets qui arrivent sur notre bureau, on n'aura jamais aucun projet qui est dès le début enfin mauvais ou en tout cas mal ficelé. Déjà, voilà, c'est pas le cas. Donc déjà, il y a une présélection même des gens qu'on rencontre et qu'on va faire rentrer dans notre cercle. Ensuite, oui, Mmh. on analyse plusieurs dizaines de projets par mois et après, on sélectionne vraiment. En fait, nous, on veut vraiment faire de l'orfèvrerie un peu sur les projets. Bon, pour l'instant, on a financé, structuré 6 opérations, dont 3 qui ont déjà été remboursées, finalisées à nos investisseurs. Ce sont des opérations qui sont courtes, qui sont lisibles et qui sont remboursées bah, donc en moins d'un an. Et effectivement, nous, on est très drastique dans la sélection. On va prendre des projets, par exemple, de marchands qui ont plus de 30-35% de marge brute Alors, avant même de regarder le dossier. Donc voilà, on est sur c'est ce que des. j'allais te dire, c'est quels sont, si tu pouvais nous faire, un mini cahier des charges, des opérations qui sont retenues. C'est quoi les critères d'un projet? C'était la question que je m'étais notée là. Ouais, alors on a vraiment deux types de projets. Je dirais. On a des projets plutôt grand public avec lesquels on va vraiment en faire bénéficier notre communauté. Donc ça va être surtout des projets qui vont faire entre 150 et 600 000 euros, surtout du marchand de biens. Ce sont des opérations achat-revente lisibles, donc soit avec de la division, soit avec de la revente à la découpe. En tout cas, Mmh. des opérations qui sont court, court terme, qui sont claires, où il y a pas, il y a, qu'on va vraiment minimiser au maximum les aléas et pour lesquels bah, tout ce qui est autorisations administratives, elles ont été purgées. Il n'y a pas de loup, on va pas avoir de mauvaises surprises. Donc des trucs très clairs et très lisibles. Sur des niveaux de marge élevés, on regarde pas tout ce qui est en dessous de 30-35% de marge brute. Ça, on Mmh. regarde pas. Donc, ce qui me permet d'avoir des projets qui font entre 15 et 25% de marge nette après frais de financement. Donc, c'est des opérations qui sont quand même plutôt quali, surtout dans le métier de marchand. On a et on fait toujours des scénarios. Déjà, nous, on est assez conservateurs dans les hypothèses qu'on prend. Et même une fois qu'on a pris les hypothèses, on a un deuxième scénario, enfin, vraiment défavorable. On se dit, si on se décote de moins 15% le prix, alors qu'il est déjà un peu bas, à combien on arrive? Et on arrive quand même à sortir, même si demain on a des opérations qui sortaient à moins 15 ou moins 20% du prix de vente, on arriverait quand même à environ 10% de rendement sur l'opération, qui en soi est, je pense, c'est une opération de marchand, c'est entre 10 et 15% de marge nette en moyenne. Ça dépend des Ah, opérations, faudrait que je te fasse mes petits calculs sur mes opérations personnelles, mais je pense que je suis à plus que mais ça. non, non, mais je dis ça, c'était pour le marché en moyenne. Ouais, mais C'est ce qu'on voit oui, 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 mais attends, mais avec plaisir pour regarder. Donc voilà, donc nous sur nos opérations, on arrive sur des taux plutôt à 20-25% de marge nette. Et donc ça, c'est les opérations plutôt grand public. Et après, on a développé aussi, et on développe de plus en plus tout un réseau auprès de family office, de foncières ou de sociétés de gestion qui sont en recherche en fait de projets beaucoup plus gros, à partir de 3 Ouais. millions, entre 3 Oh et la 15 vache! millions. Et ça aussi, on travaille en fait avec eux pour déjà les aider à structurer leurs opérations, les aider ça viendra sur une autre offre que je vais te présenter là, qu'on fait sur Housebase, un autre métier. Donc voilà, on les aide à structurer, à financer leurs opérations. Donc on a un peu deux cas de Parce figure, que des opérations plus grand public et plus oui, privées. alors, la structuration des family office, c'est sur la deuxième offre, je pense que dont on va parler après. Mais, je continue un petit peu là-dessus sur la partie, grand public, j'ai envie de dire. Ouais. L'intérêt pour le marchand, s'il y a des marchands qui nous écoutent, de passer par Housebase, c'est bien sûr, j'imagine, de récolter des fonds pour pouvoir monter son opération. Est-ce que les marchands qui font appel attends, je vais mettre, en pause. Je tousse un coup. Est-ce que les marchands qui font appel à Housebase, c'est dans le cadre de constitution d'apport ou c'est en général pour la gestion, tu vois, le financement global de l'opération déjà?
Alors c'est pour les deux, on peut à la fois venir en apport et avec du levier bancaire, donc c'est nous qui allons chercher même le levier bancaire sur certaines opérations, ou alors on peut intervenir en unitranche. En unitranche, ça veut dire qu'on vient financer la totalité de l'opération avec nos fonds, mais on apporte, c'est pas seulement du financement qu'on apporte, c'est de la structuration, du conseil et en fait un partenariat, parce que nous on fait des opérations pour compte propre, donc on est vraiment en partenariat avec le marchand, et l'idée pour nous c'est d'aller trouver des partenaires marchands ou opérateurs un peu partout en France, d'avoir en fait de mapper Un toute maillage. Mm. un maillage territorial. Et ensuite, quand nous, on reçoit une affaire qui est intéressante sur une région donnée, ben, on sait qu'on a déjà une structure en place avec un marchand qui est expérimenté, qui a fait ses preuves et qu'on va pouvoir faire avec lui. Donc, on est vraiment sur des logiques de partenariat avec les opérateurs. Et donc, c'est la mission du marchand dans ce rôle-là, ça va être de faire le côté vraiment opérationnel, si tu as des travaux, porter les travaux avec ses partenaires locaux, etc. C'est un peu ça l'idée, hein. C'est un split des C'est ça, mais tâches. ouais. Mais on va assez loin nous-mêmes, parce qu'on a fait rentrer assez vite sur Outbase des gens dont c'était le métier de structurer, d'être marchand de biens, de très expérimentés. Donc on va très très loin aussi dans l'accompagnement avec les opérateurs, parce que c'est nos propres opérations finalement. Donc on peut même aussi même gérer cette partie-là, même si quand on intervient en Bretagne ou autre part, on s'entoure en fait des réseaux locaux et en fait quand on a un partenaire qui est expert sur sa zone géographique, on n'a pas d'intérêt à réinventer la roue, on va vraiment Mmh. s'appuyer sur lui, mais on peut aller assez loin dans l'accompagnement au quotidien. Et le Housebase, vous, en général, est-ce que vous avez un ticket d'entrée minimum, enfin une position, un pourcentage minimum de l'opération sur lesquelles vous prenez part ou ça dépend des OP? Non, ça dépend des OP. En fait, on va vraiment structurer en sur-mesure, si tu veux, pour nous, pour tes auditeurs et pour les investisseurs. Ça marche vraiment en deux étapes. La première étape, c'est qu'on vient s'associer, sélectionner et structurer une opération avec le marchand ou même nous en direct. On peut faire aussi des opérations de marchands sans forcément d'avoir des opérateurs locaux parce qu'on a une structure où on sait le faire. Donc nous, on va structurer l'opération. Est-ce qu'il faut, on va rentrer au capital? Si oui, à combien? On va être potentiellement président de la société. L'objectif, c'est d'avoir le maximum de contrôle, ça c'est clair. Oui. Et ensuite, dans un temps 2, on vient en fait proposer l'investissement à nos investisseurs qui viennent Ok. investir avec nous dans l'opération. Donc il y a vraiment, on s'adapte, mais c'est vraiment à chaque fois la structuration sur mesure pour maximiser les En garanties. fonction de. Ouais, ouais, ok. Ça marche, très clair. Et au final, tu vois, un marchand, par rapport à un projet de base, bon, qu'il ne peut pas porter tout seul parce qu'il n'a pas les fonds, sinon il ne ferait pas appel à Housebase pour aller chercher du financement, on va dire. Entre une marge initiale, je prends l'exemple de 35%, in fine, qu'est-ce qui lui reste dans sa poche dans les grandes lignes? Ouais, Commission, rétrocession des défaites, de tout ça? difficile à dire parce que ça dépend vraiment du partenariat. On va vraiment arriver après mettre le curseur par rapport à combien de parts on prend dans la société. Est-ce que c'est par rapport aussi fonction de l'accompagnement dont le marchand a besoin? Si c'est un marchand qui est un peu plus junior et sur lesquels on va vraiment l'accompagner de A à Z et on va même pouvoir nous porter l'opération en direct dans une de nos structures de marchand, ce sera pas la même chose que Ok, oui, un jolie porteur idée. expérimenté. Donc on a, si tu veux, il y a un peu une réponse de Normand, mais ça dépend des projets, quoi. C'est entièrement une réponse de Normand, mais ça me va. Pour un Alsacien, il ferait beaucoup de réponses de Normand, tu verras. Ok. Bah écoute, sur cette partie-là, moi, j'ai fait le tour, c'est très clair. Je pense que la proposition de valeur, elle est ultra intéressante. Et du coup, la deuxième proposition de valeur, deuxième offre de service, on va dire ça comme ça, que Housebase va proposer, c'est finalement une aide, alors tu me dis si je le formule bien, une aide à la structuration de club deal pour bah, finalement des marchands privés. Donc, je vais donner un exemple. Demain, je trouve une opération à 500 000 euros que je ne peux pas porter tout seul, mais avec qui j'ai des associés potentiels. Je fais appel à Housebase pour me monter l'entité juridique, le véhicule et un peu me structurer l'opération pour pouvoir réaliser cette opération avec des associés. C'est un peu ça l'idée. Ouais, c'est exactement ça. En fait, on développe une offre technologique qui permet en fait de structurer ses propres club deals. Et donc là, il y a plusieurs cas pratiques, donc cas d'usage. Ça peut être, comme tu l'as dit, hein, des clubs d'investisseurs ou même toi, des opérateurs marchands. On l'a dans plusieurs cas qui veulent structurer des opérations et faire rentrer leur cercle proche ou leurs associés ou en fait leur réseau. Sauf que en fait, ils savent pas forcément par quel bout le prendre. Ils ont d'un côté un notaire, un avocat, et ça
c'est une vraie expertise de structurer des club deals et on peut pas faire n'importe quoi, bien heureusement d'ailleurs. Et Mm. donc il y a ce cas d'usage-là, et à l'autre extrême du spectre, on a des sociétés de gestion qui font des dizaines de club deals par an sur des montants 5, 10, 15, 20 millions et qui ont envie en fait de digitaliser la création des véhicules, la souscription de leurs investisseurs et aussi le reporting. Parce on se rend pas bien compte, mais il y a beaucoup même de très grosses sociétés qui gèrent des centaines de millions d'euros d'opérations par an, qui font les choses vachement à la main, en fait, parce il y avait pas encore cette offre qui existait. Et donc, nous, on leur propose une offre clé en main de structuration de club deal qu'on peut faire en marque blanche ou pas. Et donc, ça peut à la fois pour des sociétés très établies, des family office qui veulent structurer des opérations de club deal, ou des clubs d'investisseurs qui veulent faire rentrer leurs copains sur les opérations. Ok. Donc ça, une proposition qui est... Enfin, moi, je trouve ça hyper... En tant que marchand de biens, je me dis demain... Enfin, ça peut être l'idée de monter une foncière, tu vois, par exemple. Une foncière de marchand, tu fais rentrer 10 personnes, j'en sais rien, je te dis, avec des tickets d'entrée à 20 000 balles, tu as 200 000 balles sur la table pour aller lever de la dette bancaire ou démarrer en fonds propres. Et je pense, en effet, ça peut rapidement être un joli bordel si c'est pas bien structuré, si c'est pas bien organisé, si... j'imagine qu'il y a peut-être des pactes d'associés, des choses comme ça qui sont... Bien sûr, on a toute une bibliothèque de pactes d'associés, de statuts de société, d'émissions obligataires, d'attestations. Enfin, vu qu'on fait du club deal, on sait comment en faire et on a déjà beaucoup utilisé de solutions pour nous. En fait, on se rend compte qu'il y a un vrai besoin pour les gens d'avoir une solution qui est cadrée plutôt que d'avoir une reconnaissance de dette que tu vas signer sur un compte Hmm. table, envoyer 20 000 euros sur le compte perso de ton associé. Enfin, c'est clairement pas comme ça que tu arrives à vraiment à te structurer et à grandir. Mais moi, nous, on est persuadé que ce côté association va prendre de plus en plus d'ampleur, en fait, surtout pour les marchands, parce qu'il y a une difficulté, je vais pas te l'apprendre, à se financer auprès des banques. Tu as maintenant des très belles opérations qui tombent, mais les marchands n'ont pas forcément les capacités de se lancer. Il y a de plus en plus de gens qui veulent se lancer en marchand de biens, donc faut faire attention. Et donc, c'est pour ça que c'est top d'avoir ce genre de contenu que tu mets à disposition, parce que c'est pas comme ce que tu peux voir sur Instagram ou sur LinkedIn, d'avoir des success stories à droite à gauche. C'est le métier de marchand, c'est un vrai métier. Il Un faut avoir métier à des vraies risque, hein, on va pas... compétences. Oui, oui, C'est un puis métier à risque faut... et c'est un vrai métier finalement en fait. Et donc c'est pas juste de gagner des grosses sommes et d'être sur son yacht. C'est pas ça, c'est pas comme ça que ça marche. Donc je pense que même le principe d'association, il fait beaucoup de sens pour des marchands qui se disent ok, nous Ah on ben veut c'est mutualiser les ressources et faire des projets ensemble, quoi. clairement, bah, tu vois, quand je me suis lancé, bah, ça doit faire un an et demi là que j'ai structuré. Donc j'ai deux boîtes de marchands avec deux associés différents. Euh, mais en fait, je voulais pas le faire seul. En fait, surtout quand tu, enfin, oui, je suis expert plus dans l'investissement immobilier locatif au rendement, on va dire. Mais en fait, le marchand, c'est autre chose. La prise de risque, elle est quand même tout autre. D'autant plus quand tu passes hors financement bancaire, donc avec en effet moi des donateurs particuliers, donc reconnaissance de dette. Enfin, putain, te plante pas mon grand, parce que sinon va falloir que tu revendes un immeuble ou deux pour rembourser. Enfin, c'est vraiment, il y a cette notion de C'est prise pas de le même risque. métier. C'est pas C'est le pas même le même métier. C'est métier. Et le pas faire du en tout les mêmes enjeux. association, Ouais. le faire en association, mine de rien, ça permet déjà de réfléchir à deux cerveaux. Je trouve que Mm. c'est, enfin, tu vois, la notion de cerveau collectif, elle est incroyable, moi, je trouve, de mutualiser des ressources, des connaissances, des points de vue. Enfin, moi, je vois que du Des positif à réseaux aussi, l'association, non, c'est des clair. Mm. réseaux. Enfin, tu vois, typiquement, je prends l'exemple avec Paul, avec qui on enchaîne bien là les opérations. Il a son secteur de recherche, j'ai mon secteur de recherche, il a son réseau d'artisans, j'ai mon réseau d'artisans. Et en fait, tu te rends compte que bah, ça va assez vite, tu vois. On avance, là, on commence à prendre un rythme de croisière qui est pas déconnant. Et parce que, bah, tu vois, j'ai passé encore une heure au téléphone avec lui ce matin pour avancer sur nos deux OP qu'on démarre là. Euh, et ouais, réfléchir à plusieurs, et puis même humainement, c'est cool, quoi. On va pas se mentir. Ouais, c'est une erreur que je pense que beaucoup de marchands vont faire quand ils sont surtout débutants, c'est de pas vouloir s'associer en disant non, je veux rester Je tout vais garder le seul, gâteau pour moi tout seul. garder Ouais, pour ouais. moi, mais en fait, finalement, quand tu t'associes, le gâteau, il sera peut-être 3 ou 4, 5 fois plus gros à la fin, et donc et tu te seras peut-être pas planté comme tu te serais planté si tu avais été tout seul dans ton coin, Ouais. sans challenger tes idées. Donc ouais, si j'ai un conseil pour les gens qui se lancent, formez-vous, parlez autour de vous, faites du réseau auprès de marchands expérimentés, parce que
Et pas sur trouver des Instagram, c'est pas trop synergies mon expérience. complémentaires surtout. Ouais, C'est avec les ça qui est associés, ouais. important. Yes. Pour moi, une association doit être complémentaire également pour pas se marcher dessus. Euh, et ben écoute, moi j'aime bien cette idée de club deal. De toute façon, quand tu me l'avais présenté, alors pour la petite anecdote, comment on s'est rencontrés, je vais remonter un peu le fil du podcast. Donc septembre 2023, tu m'avais contacté, je sais plus comment, LinkedIn, ça devait être fait sur LinkedIn. Alors pourtant je suis pas très actif, mais en me disant que tu m'avais entendu dans un podcast. Et que du coup, tu étais de passage à Rennes. Est-ce que ça me tentait de boire un caf? Et j'étais monté, comme si j'habitais loin de Rennes. Mais on s'était rencontrés dans les bureaux donc, de ton associé, en plein centre-ville de Ouais. Rennes, des beaux locaux d'ailleurs à l'époque. Et voilà, c'est de là où c'est parti. Et après, on s'est revus je dirais avril, peut-être avril-mai de l'année dernière, on était retourné boire un caf. Et en fait, c'est vrai que Housebase bougeait tellement, les lignes ont tellement bougé là sur la proposition de valeur et tout ça, qu'au final, c'est très bien qu'on fasse le podcast aujourd'hui parce que vous êtes carré dans la proposition de valeur. Au moins, tu vois, il y a Mm. deux trucs, c'est clair, c'est précis, ça s'adresse à des typologies de personnes voilà, précises et chacun peut se reconnaître dans les besoins à travers Housebase. Donc c'est très bien qu'on tourne le podcast aujourd'hui. Au moins, c'est carré, je trouve, dans la Bah proposition, ouais, quoi. merci beaucoup. Ouais, effectivement, bah, comme entreprise, hein, comme toute entreprise en forte croissance, on a beaucoup de sujets qu'on adresse. On a un peu pivoté. Voilà, on a beaucoup aussi travaillé la proposition de valeur. Et c'est vrai que on s'est vu, C'est ouais, dur hein, effectivement, septembre, quand tu es en octobre. lancement et quand, de toute façon, je vois ça à titre perso aussi, hein, euh, tout le temps, enfin, tu es tellement en réflexion perpétuelle que Ouais. tu prends une direction, tu dis, non, allez, je repars là, non, et le démarrage, il est tellement fastidieux là-dessus, mais Ouais, c'est ça qui est compliqué, c'est qu'à la fois tu dois être un peu schizophrène, de partir dans toutes les directions, ouvrir toutes les portes possibles parce que tu vas en ouvrir 30, mais il y en a peut-être qu'une où tu vas passer la porte et ça va déboucher sur un deal. Et en même temps, tu dois avoir une concentration sur ton quotidien à délivrer en fait ta proposition de valeur, à améliorer ton produit, à améliorer l'application mobile, à améliorer la relation avec tes investisseurs. Donc tu as un million de sujets à gérer à droite à gauche, mais c'est important de pas se perdre parce qu'au final, tu peux sinon, ta boîte, ça fait arbre de Noël et t'es parti dans toutes les directions, mais il n'y a rien qui avance. Donc, hum, une grosse tension au quotidien, effectivement, de monter une boîte. Ouais. mais en tout cas, c'est une belle aventure. Est-ce que pour conclure le podcast, tu serais OK pour nous parler, je ne sais pas si tu as toutes les opérations que vous avez menées en tête. J'en vois quelques-unes là sur le site. Est-ce que tu veux nous parler alors, on n'en a pas du tout, on n'a pas évoqué ça avant. Je vois un truc Dinan là qui est disponible. Est-ce que tu l'as en tête cette Ouais, opération de Dinan? ouais, bah, je crois même, alors, Dinan, c'est une collecte qui est actuellement en cours, mais qui, je pense, ça sera assez rapidement clôturé. Je peux peut-être parler du prochain club deal qui arrive, donc, Ah bah sur vas-y, la mortel, plateforme. on est teasé. Donc, en fait, c'est une opération de marchand qu'on va faire en région parisienne, donc c'est à Herblay-sur-Seine, qui va arriver prochainement sur la plateforme. Donc, c'est un projet qui est très lisible. On achète une maison, donc une maison, et on va découper en deux terrains. Donc, c'est une maison en un lot qu'on va découper en trois lots. Il y aura un lot principal avec Mhm, la maison, et il y aura deux lots, un terrain à construire et un garage, qu'on va revendre à la découpe. Et ça, c'est une opération qui va en coût de revient d'opération, on est à 550 000 euros et avec un objectif de chiffre d'affaires à peu près à 800 000 euros. Donc sur une opération qu'on 250. va porter Ça, 550 pour 800 000 de revente, ok. en masse. Ouais. Et c'est une opération on a un objectif de le porter sur un an maximum. Donc en un an, on aura, parce que en fait, il y a beaucoup de temps masqué sur nos opérations, parce que là, du moins cette opération-là, ça va faire pratiquement 8 mois que le compromis a été signé. On a demandé les autorisations, obtenir la DP pour diviser le terrain, avancer sur la précommercialisation. Donc là, on a un projet qui va arriver bientôt sur la plateforme, qui va durer pendant un an pour nos investisseurs, mais ça va durer plus longtemps pour nous. Et c'est surtout que c'est un projet qui est déjà précommercialisé. On a, je crois, Ce que j'allais te on poser a comme question. deux lots sur trois qui sont préco, et on a une préco qui est, je crois, de 580 000 euros. 580 000 euros de précommercialisation, alors que nous, la collecte sur Housebase, elle sera de 470 000 euros. Parce qu'en fait, il y a aussi 100 000 euros de fonds propres de Fonds l'opérateur. propres. Ouais. Donc, en fait, on a une opération qui est assez sécurisée finalement, ou même très sécurisée, parce que nos investisseurs, ils rentrent avec nous sur 475 000 euros.
On a 800 000 euros potentiel de chiffre d'affaires. On a déjà une préco à 580 000, donc on a déjà une couverture du financement qui est faite. Et on a aussi un apport en fonds propres de l'opérateur de 100 000 euros. Donc, voilà, on est vraiment sur des opérations, c'est le type d'opérations qu'on aime bien, qui sont courtes, qui sont lisibles et qui sont rentables. Et à quel moment, tu vois, le marchand a fait appel à vous là? Parce que, ouais, c'est une vraie question, ouais. À quel moment? Alors, c'est vraiment des trajectoires de vie. En fait, nous, donc le marchand, donc Yogen, c'est un partenaire qu'on a maintenant depuis quelques temps. On a déjà financé une première opération donc à Montlignon. C'était en janvier. La collecte est partie en une semaine et demie. On avait un projet à 300 000 euros, Mmh. hein, pour un projet total à 380, 400 000 euros. Et nous, on a financé le projet à 400. Nous, on a financé 300 avec Housebase. Et en fait, on l'a rencontré. C'est un marchand il a plus de 70 ans. Ça fait 40 ans qu'il fait du marchand en Île-de-France. Il a une connaissance encyclopédique et un réseau qui est énorme en Île-de-France, des notaires, des avocats, des géomètres. Tu n'as pas idée. Et c'est quelqu'un qui, en fait, veut trouver un associé pour monter les opérations, gérer tout ce qui est administratif, gérer tout ce qui est apport des fonds également. Quelqu'un qui a un patrimoine qui est conséquent, mais et on sait qu'il a fait déjà des dizaines d'opérations de marchands en division, des trucs très carrés. Et donc, c'est quelqu'un avec qui on a un grand plaisir à travailler parce qu'on sait que voilà, c'est carré et que c'est un porteur extrêmement expérimenté. Donc, en fait, ça s'est fait de fil en aiguille. On s'est rencontrés plusieurs fois. On a un peu partagé nos visions et on s'est lancé sur une première opération, donc Montlignon, qui était aussi de la division très, très lisible. Et là, on a la deuxième opération sur Herblay qui va arriver. Et ça va être vraiment comme ça, qu'on se file en aiguille, rencontrer des gens, d'être sûr qu'ils partagent Donc aussi lui, la, la... il vous a sollicité dès le début de l'opération? Parce que là, tu dis, en effet, il y a un très long délai sur de la division. Moi, j'ai fait une première opération de division. Donc, entre le moment où tu demandes tes autorisations et le moment où elles sont accordées, plus potentiellement les réseaux qui prennent du temps, il y a en effet un délai incompressible souvent de 4, 5, 6 mois. Mm. Euh, il vous a sollicité au démarrage à J0, il a trouvé l'opération, il signe le compromis, il vous a sollicité là ou vraiment une fois que tout était purgé comme un peu ce qui est dans le cahier des charges que tu décrivais? Ouais. Alors, il nous a pas sollicité tout au début. On s'est rencontrés, je dirais, envers septembre dernier. Donc, on a commencé à discuter, à partager les visions. Et en fait, on lui a fait des propositions d'accompagnement, d'association. Et ensuite, on s'est tapé dans la main. On a dit, go, comment on structure les opérations. Après, nous, les marchands peuvent venir nous voir, en fait, à tout moment. Après, effectivement, il faut que le bien il soit déjà signé, sinon on ne sait pas trop sur quoi on peut travailler. Même si des fois, c'est trop tôt pour nous. On va dire à certains marchands, bah là, Mm. effectivement, dépose déjà ta DP de division, obtiens-la, et ça serait bien qu'elle soit purgée de tout recours parce qu'on a des risques sur le recours des tiers, sur des zones particulières. Donc, on peut lui dire, c'est très bien ton opération, mais reviens dans 3, 4, 5 mois, parce que pour l'instant, c'est trop tôt pour nous. Ou alors, c'est des marchands qui viennent nous dire, on a eu l'opération donc à 1 heure de Rennes, donc à l'UDA, quand on avait parlé, je t'en avais parlé il n'y a pas longtemps, donc qu'on est en train Oui, oui. qu'on est en train de faire. Et ça, par là, c'était comment dire, le contraire. Le marchand, c'est un marchand qu'on connaissait bien depuis quelques temps maintenant et qui est venu nous voir en juillet dernier, je crois, pour nous dire, bah là, j'ai une super opération. Par contre, je pense que je pourrais pas la faire parce qu'elle est trop complexe et deux, en termes de financement, c'est pas possible. On a regardé l'opération. On s'est dit que c'était tellement une pépite que c'était juillet dernier. En août, on avait bouclé tout le dossier et on était en train de négocier pour mettre en place de sortir l'opération avec la vendeuse. Et en un mois, on a tout structuré, négocié et c'était parti. On avait signé en septembre. Au début septembre, je crois qu'on a re-signé l'avenant du compromis, enfin de la promesse de vente. Et donc c'est allé très vite. En 3 semaines, nous, on est allé sur place, on a visité. On sait être réactif quand il y a une opération qui est un coup de fusil à faire, mais on Mm. sait prendre notre temps aussi quand on se dit que c'est trop tôt pour nous, quoi. Je disais simplement que c'est important en fait, parce qu'on voit des marchands de biens qui nous sollicitent sur des opérations, mais en fait, quand tu commences à creuser avec eux, ils veulent faire une division, et en fait, est-ce qu'il y a des places de parking? Ah non, en fait, au final, ça passe, je passe dans des places de parking, je divise je fais une DP à l'arrache. Ouais. Des fois, je leur dis, je pense que sur une opération ou deux, tu vas réussir, ça va très bien se passer. Sur la troisième ou la quatrième, ou si tu veux faire 10 opérations,
d'y aller un peu comme un corsaire, C'est bah, des mort, fois, mais c'est mort. C'est tellement pas ma vision, moi, de voir les choses. ouais, donc, Aujourd'hui, et tu vois, c'est vraiment mon angle et mon discours que j'ai sur le podcast, c'est putain, les gars, agissez comme des profs. Bah, moi, c'est facile, c'est mon métier. Agissez comme des professionnels de l'immobilier. Aujourd'hui, vous ne pouvez. L'amateurisme, c'est terminé. C'est pas possible que ce soit sur du locatif ou sur du marchand si vous y allez. Putain, mais faites bien les choses, quoi. Ne laissez pas la place au hasard. Maîtrisez vos métriques, maîtrisez votre sujet, maîtrisez votre projet. Parce que sinon, comme tu dis, peut-être que sur une OP, deux OP, allez, ça va passer. Mais déjà, potentiellement, ce que vous avez mal fait, ça va vous rattraper après, parce que encore une fois, on sème tout ouais, le temps des graines, hein. Donc, si tu fais mal un projet au démarrage, peut-être que ça, le retour du, c'est quoi le retour, l'expression, le retour du bâton, retour de re- bâton, ouais. voilà, bah, il sera dans 5 ans. Et là, tu l'auras pas vu venir. Donc, non, non, il faut que ce soit carré dès le démarrage, c'est obligé. Et surtout quand tu fais en marchand, tu es considéré comme un professionnel d'investissement et donc tu as une responsabilité pendant des 10 années ans. et des années sur tes Mm, opérations. Donc mm. voilà, et nous c'est pour ça que des fois tu as du mal un peu à expliquer ça sur on a une approche, on a un modèle, on a une façon d'analyser les projets et il y en a très peu qui passent à la moulinette au final, hein. Sur les plusieurs dizaines qu'on analyse, il y en a très peu qu'on a envie de vraiment dans lesquels on veut investir parce qu'on sait que nous, dans 10 ans, on regardera quand même nos investisseurs dans les yeux et je serais très content d'aller prendre un café et parce que ça se sera passé pour le mieux possible parce qu'on aura sécurisé toutes les opérations. Alors que c'est là où tu vois des fois, tu as des Mm. offres que tu te dis, mais voilà, faire attention, se renseigner et pas tout prendre comme argent comptant. Bien faire les choses, et c'est vrai que de un, on peut se regarder dans le miroir et de deux, on dort mieux la nuit. Ouais, et on peut le faire on Donc peut voilà. multiplier les opérations. Bah, écoute Philippe, mais enfin, j'ai envie de dire, enfin, on l'a fait ce podcast depuis le temps, mais voilà, tout vient à point à qui sait attendre, et puis ça fait partie un peu de mes proverbes et de mes mantras, hein. Faut savoir être patient des fois. Mais là, je suis très content parce que voilà, je pense que là, les auditeurs ont vraiment compris tout l'intérêt de passer par Housebase, que ce soit pour placer leur argent ou bien en tant que professionnel marchand pour s'associer, se développer plus vite et puis aller récolter un peu de fonds aussi pour enchaîner les opérations. Donc, tu vois, je me suis noté une recherche typique qu'il faut que je fasse pour pouvoir te présenter certains types d'opérations. Là, tu vois, je me suis noté ça. Donc, Mais je vais me mettre en avec grand chasse. plaisir. Avec grand plaisir. On s'en reparle. On en reparle. Passe une bonne fin d'après-midi. Je sais que tu as une réunion derrière et moi, je prends la voiture pour aller voir un projet, pas immobilier, mais de business. Je n'en dis pas plus pour l'instant. Et puis, on se tient au jus. Carrément. Ben, merci à toi et puis très bonne fin de journée. Merci. Allez, ciao, ciao. Ciao. Pour aller plus loin dans votre expertise IMO, vous pouvez rejoindre ma newsletter dans laquelle je vous partage une actualité décryptée, des conseils et astuces ainsi que plein d'autres exclusivités. En bonus, recevez mon e-book Dénicheur de pépites, un guide de 70 pages pour monter en compétences à vitesse grand V. Le lien de la newsletter est dans la description de l'épisode.